À l'origine, on devait faire une conférence de 30 personnes. Un grand merci à vous tous d'être présents ce soir. Le but, c'était de réunir un maximum de personnes et principalement des institutionnels pour faire face à des speakers exceptionnels, des experts dans leur domaine pour faire avancer le débat. Nous sommes face à une problématique très certainement la plus importante à laquelle nous devons faire face. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Comment réagir? On peut ignorer, on peut parler pour rien dire, rien changer, s'alarmer et tous devenir collapsologues et jamais trouver de solution, ou on essaye de rester pragmatique, on gère les urgences et les priorités. Une seule et unique règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité, action-réaction, cause-effet. Une seule question, qui est en mesure de gérer cette problématique? Croyez-vous vraiment que c'est le particulier qui peut changer les choses? La politique, pour mettre peut-être en place un grand débat international dont on attendrait le résultat, et le résultat serait peut-être la finance sera verte ou ne sera pas, ou simplement, dans une société de consommation, il faut cibler les sociétés. On en vient à comment changer en fait le comportement des sociétés. Alors, on peut tous faire grève, relations synalagmatiques, ça ne change rien, on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. Donc, le concept, c'est de penser par rapport aux investisseurs. Ce qu'on nomme notamment, justement, les investisseurs institutionnels, caisses de retraite, assurances, mutuelles, les plus importantes sociétés de gestion, qui peuvent imposer les bonnes pratiques et les bonnes méthodologies sur la finance pour en devenir une finance verte. Mais il ne faut pas se voiler la face. En finance, face à des financiers, on parle rentabilité. Donc logique, pour payer les retraites, les assurances, les mutuelles et tout le reste pour chacun, eh ben, on ne peut pas faire que du social ou du green comme ça. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour cartographier en quelque sorte la situation, les acteurs à qui il faut donner la parole et qui sont présents ce soir, entre autres, pour une lente conquête de lucidité et de prise de conscience, un parcours parsemé d'épreuves, mais aussi de découvertes. Beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir, entre autres pour expliquer les 3 mauvaises nouvelles de Laetitia Tanqui de l'IRCANTEC et de Eric Decker de AXA Assurance et de Philippe Desfossés qui n'ont pas pu se rendre ce soir avec de véritables urgences professionnelles. D'un côté, ainsi, plutôt, on pourrait dire que Green Finance ne dévoilera pas toutes ses meilleures cartes ce soir. Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Un grand merci à ceux qui m'ont fait confiance. Je pense notamment à Generali Investment, Horizon AM, Fidelity, Stocks, Candriam, Ophi AM, l'ensemble des institutionnels et des personnes présentes ce soir pour partager ensemble la vision de la finance verte. Un grand merci à plusieurs personnes, notamment à une certaine Rita, l'agence Fargo, les différents speakers que nous avons ce soir et l'équipe principalement de Green Finance, Julia, Yael, Laura, Camille, Romain et le grand dernier Ludo et Eric et Yasmina qu'ils ne sont pas encore arrivés. Croyez-moi, on est prêt pour le Big Data, ça fait que commencer. Il y aura 4 petites surprises ce soir, entre autres avec les partenaires. Les partenaires ISEFI, qui organise un super événement le 2 juillet, que vous pourrez voir Claire et Frédéric ce soir pour vous en parler un peu mieux que moi. Ils sont situés ici. Et un grand merci également à la Summer School de la London School Economic qui organise une Summer School du 22 juillet au 9 août et qui propose également 2 jours dans leur séminaire sur Londres pour assister à cette Summer School.
J'ai choisi également, dans mes 4 surprises, de mettre en avant et de partager simplement deux livres qui me semblaient intéressants par rapport à ce sujet. Un livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, et un livre de Aurélien Barraud, que j'ai réussi à convaincre de venir nous rejoindre en tant que speaker ce soir, qui nous donnera également son petit mot sur le sujet, et j'espère qu'il pourra prendre le temps de dédicacer également son livre. Je vais vous expliquer très rapidement comment va se dérouler le programme de la soirée, où on a fait effectivement quelques petits changements de dernière minute. Je vais essayer de terminer mon discours et vous mettre une présentation de Green Finance. Ensuite, on aura le discours de M. Barroso, qui va en quelque sorte nous replonger en 2007, qui était président de la Commission européenne et qui a appelé, entre autres, au sommet du G8, l'urgence internationale, Urgent International Action on Climate Change. Et je suis intimement convaincu qu'il est suffisamment de bagages au niveau expérience politique et business market, et d'avoir un regard à la fois public et privé par la même personne, ce qui est relativement rare. Ensuite se déroulera 2 tables rondes. La première, avec David, Alain et Olivier, où on assistera à la vision plus institutionnelle asset manager de Candriam, d'Ophi-AM et de Generali. Et une deuxième table ronde qui a un intérêt de tourner les choses sous un autre prisme, avec Willem de Stocks, Aurélien, justement, par rapport astrophysicien et qui a pu mettre en avant le livre dont je parlais, et un regard également politique de Eva Sass, membre EELV, et en quelque sorte, j'ai envie de dire, les grands gagnants de la dernière élection européenne sous un autre angle également. On tenait à faire une sorte de remise de prix également pour les asset managers et les instituts, où on avait sollicité beaucoup notre partenaire Stocks pour regarder comment tourner la chose avec leur méthodologie guide sur tout ce qui est ESG. On a pu mettre en place 4 prix. 4 prix pour les asset managers et 4 prix pour les institutionnels. Je vous propose de regarder la vidéo et ensuite de laisser place aux autres speakers. Merci. Merci Bruno. Tout d'abord, merci et aussi félicitations à Bruno et toute son équipe pour organiser cet événement de Green Finance. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous à Paris pour en discuter. C'est quelque chose que j'accompagne dès le début même du concept de Green Finance, qui en fait a été né suite à la création du concept de Green Growth, la croissance verte. Et la Commission européenne, l'Union européenne, qu'à l'époque j'avais l'honneur de diriger, nous y avons contribué lorsque nous avons lancé le paquet énergie-climat en 2007 et qu'on a essayé de développer au niveau global certaines actions qui d'ailleurs ont passé par différentes phases, notamment l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, mais aussi après, à la fin, je crois, le succès de la conférence de Paris, même si c'est un succès encore avec certains brouillards à cause du fait que l'économie la plus importante au monde, les États-Unis, n'en font pas partie encore. Alors, ce que je me propose, c'est de très brièvement, on m'a donné 15 minutes, de présenter ce qui est en cours maintenant, au niveau global, au niveau de l'Union européenne, en termes de réglementation et d'initiatives dans cette question de la Green Finance, et après aussi partager avec vous un peu mon expérience, surtout du côté politique et policy making, et aussi maintenant, aussi dans ma capacité de l'autre côté, d'un secteur privé, pour vous dire ce que je pense qui va se passer dans ce domaine en termes de tendance. Ici, dans la salle, il y a des experts, vraiment des experts. Je ne suis pas un expert dans ces questions, mais je crois qu'en partageant mon expérience, je pourrais donner une contribution à votre discussion que je vais d'ailleurs suivre avec un grand intérêt. Tout d'abord, aujourd'hui, au niveau global, nous avons beaucoup d'initiatives pour ce qu'on appelle la Green Finance en anglais. Ces initiatives sont promues surtout par les Nations Unies, par le G20,
elle se concentre sur le rôle des investisseurs en encourageant des investissements soutenables avec un focus sur les questions des disclosures, donc ça veut dire toute la transparence, tous les éléments sur le contenu des investissements et sur la gouvernance de ces investissements. Au niveau de l'Union européenne, on analyse maintenant comment intégrer des considérations de soutenabilité dans les politiques financières, notamment pour soutenir une croissance qui serait soutenable. Au niveau international, tout d'abord, nous avons le UNPRA, sur United Nations Principles for Responsible Investment, qui offre un cadre global pour que les investisseurs puissent intégrer des considérations environnementales, sociales et de corporate governance, les fameux ESG, dans ces pratiques d'investissement. Aujourd'hui, il y a aussi au moins 2500 entités privées, donc asset managers et banques internationales, qui ont signé cette carte. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà et qui donne un cadre global pour l'investissement qui respecte les principes de la finance verte. Il y a aussi le UN Principles for Responsible Banking qui ont créé un benchmark pour ce que l'on pense devrait être une banque responsable d'un point de vue environnemental et social et qui donne des guidance sur la façon dont les banques et les institutions financières en général devraient suivre ou poursuivre ces objectifs. Il y a au niveau du G20 le G20 Sustainable Finance Study Group, qui est à l'heure actuelle d'ailleurs coprésidé par le Royaume-Uni et la Chine, ce qui est intéressant, et qui travaille maintenant à identifier des options volontaires pour élargir l'investissement privé dans des activités soutenables. Le G20 a aussi donné commission au Financial Stability Board d'établir une task force je vais dire parfois, ces questions sont en anglais, je m'excuse, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Encore une fois, l'intérêt et la préoccupation, c'est que l'on sache vraiment, en toute transparence, où sont les investissements et quelles sont les activités qui peuvent être financées, qui seraient compatibles avec un agenda de soutenabilité. L'idée, c'est de créer plus de transparence pour que les investisseurs, les prêteurs et d'autres stakeholders connaissent le contenu des investissements d'une perspective de soutenabilité. Ça, c'est le Financial Stability Board, qui est d'ailleurs aujourd'hui présidé par le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ce qui est encore intéressant, encore une fois, dans cette coopération, c'est que la City of London Corporation, avec le Chinese Green Finance Leadership Program, les deux institutions, donc en Londres et Beijing, ont publié des principes d'investissement vert pour la célèbre initiative Belt and Road. Belt and Road Initiative que les Chinois sont en train de promouvoir, comme vous savez, avec une grande détermination. À mon avis, ça va constituer aussi un très important benchmark pour le reste du monde. C'est très intéressant ce qui se passe dans ce secteur, parce que finalement, on parle de la Chine, qui est l'économie aujourd'hui qui est la plus importante dans l'avenir, sans doute. Il y a là 7 principes qui soulignent le besoin d'intégrer la soutenabilité et la corporate governance aussi avec toute la transparence dans l'information sur le contenu environnemental, inclut le risque environnemental, environmental risk, et aussi pour l'utilisation, si possible, des produits financiers verts, Green Financial Products. L'Union européenne, pour sa part, elle a publié le Sustainable Finance Action Plan en 2018, qui s'appuie sur 3 principes. C'est de réorienter les flux de capital pour une économie plus soutenable, c'est l'intégration de la soutenabilité dans les critères de risk management au niveau financier, et c'est aussi pour renforcer la transparence et de long-termisme, et donc les visions de long terme. Pour exécuter ce plan, la Commission a publié déjà 3 règlements, 3 regulations, qui sont concentrés sur la taxonomie de la soutenabilité,
sur les disclosures en termes d'environnemental, soutenabilité et de governance, et aussi en créant une nouvelle catégorie de benchmark soutenables. La Commission a aussi créé un groupe d'experts techniques qui est en train d'assister la Commission pour développer une classification, un système de classification qui va déterminer quelles sont les activités économiquement soutenables. Ça va déterminer aussi le standard pour le célèbre European Union Green Bond, donc il y aura un standard pour cela, et qui va aussi donner de la guidance pour améliorer les disclosures, donc les informations, la divulgation en termes de corporate disclosures, en termes d'entreprises et de compagnies. Ce groupe va publier ses résultats très prochainement, donc le 18 juin. C'est le jour prévu pour la présentation de ces données. Et vous savez, il y a aussi l'European Union Joint Research Center qui travaille pour un système volontaire d'étiquetage, labeling, Voluntary European Union Labeling Scheme, qui va permettre aux investisseurs d'identifier quels sont les investissements soutenables de façon qu'ils puissent envoyer ces investissements dans ces activités. Bon, tout ça paraît très technique, et c'est très technique. Tout ça, vous avez peut-être pris note que j'ai utilisé plusieurs fois la formule volontaire. C'est vrai que beaucoup de ces mesures ne sont pas encore contraignantes, c'est volontaire, c'est en créant des bonnes pratiques, mais je peux vous dire d'expérience que c'est comme ça normalement qu'ils commencent les grandes choses à l'Union européenne. On ne commence pas tout de suite par la réglementation, on commence par l'échange de bonnes pratiques, on commence avec des groupes techniques. C'est ce que j'appelle parfois le charisme technique. D'autres appellent, c'est l'horreur de la bureaucratie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on commence de façon très lente, mais on crée un système et un régime qui va complètement changer. À mon avis, et je vous le dis très franchement, la finance verte, c'est un des domaines qui connaîtra le plus grand développement dans les années à venir. C'est un secteur d'un immense avenir. Et ça pour deux raisons fondamentales. Science et opinion publique. C'est ce que j'ai trouvé lorsque nous avons lancé le paquet Climate Change, le paquet énergie-climat en 2007 à la Commission. À l'époque, il y avait beaucoup de scepticisme. Soyons francs, il y avait beaucoup de pays qui ne le voulaient pas. Ils étaient très dépendants, par exemple, de la production au carbone. Donc, ils ne voulaient pas du tout qu'on puisse, comme on l'a fait, établir comme des objectifs de réduire jusqu'à 2020, plus 20% dans les gaz à effet de serre, faire une croissance de 20% de l'efficience énergétique, faire 20% de renouvelables. C'était presque une hérésie pour certains. Donc, l'opinion était divisée. D'ailleurs, on a senti, moi-même à l'époque, j'ai senti surtout l'appui des Britanniques, plus que de la France et de l'Allemagne, je vous le dis très franchement, des Scandinaves. Mais sans l'appui des Scandinaves et des Britanniques, on n'aurait pas eu le paquet changement climatique. Après, on a eu l'adhésion de l'Allemagne, aussi de la France. Il y avait des pays de l'Europe centrale et de l'Est. Pour le dire très franchement, ils étaient contre. C'était contre certains. Ils étaient surtout dépendants de la production du carbone, donc ils ne voulaient pas des renouvelables, ils ne voulaient pas des green technologies. Mais à la fin, on a établi un consensus. Comment ? En faisant quelque chose que je crois qu'on fait très souvent et qu'on devrait faire plus souvent à la Commission, à l'Union européenne. Lorsqu'on a un problème, si on veut le résoudre, on doit l'élargir. Parce qu'en élargissant le problème, vous créez tout d'abord plus de stakeholders intéressés dans sa solution. Deuxièmement, vous créez plus de trade-offs. C'est ce qui s'est passé. Si on avait présenté un paquet simplement pour le climat, un paquet vert, contre les changements climatiques, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas d'accord. Mais comme on a su lier ça à un paquet pour la sécurité énergétique, qui intéressait énormément les pays de l'Europe et de l'Est, surtout à cause des menaces de la Russie à l'époque, qui d'ailleurs se sont concrétisées quand ils ont coupé le gaz à beaucoup de nos pays, à cause des conflits qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, alors là, ces pays sont entrés dans nos efforts. Et c'est la même chose qui s'est passée surtout après avec la Chine. Je me rappelle la première fois que nous avons discuté ça avec la Chine était extrêmement dur. Les Chinois aussi n'en voulaient pas parler. Les Chinois disaient, mais ça c'est vous les Européens et vous les Américains, vous avez eu votre révolution industrielle et maintenant vous ne voulez pas que nous, qu'on puisse faire les croissances comme vous l'avez faite. Non. Bon, bien, on fera un effort, mais ce sera shared but differentiated responsibilities. On va le faire lentement. Mais on sera... Et à Copenhague, le président Obama
est venu nous dire à nous, nos Européens, dans notre salle, je ne serai pas avec vous, sorry guys, je vais appuyer les autres, les BRICS. Et il est allé voir les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, l'Afrique du Sud, qui finalement ont dit non, on n'est pas prêt. Et c'est pourquoi finalement on a eu l'échec de la conférence de Copenhague à l'époque. La Chine après a changé. Et pourquoi la Chine a changé? Parce que la Chine a vu l'immense opportunité de la croissance verte et aujourd'hui ils sont les premiers producteurs de panneaux solaires dans le monde. C'est finalement ça. Donc c'est en liant sans doute la reconnaissance d'un problème, un problème que je considère existentiel. Quel est le problème peut-être le plus important au monde? C'est la survie même de notre planète. Donc il faut reconnaître intellectuellement qu'il y a là un problème essentiel, fondamental, c'est la survie même de notre planète. Mais là, après, pour que les agents politiques ou les agents économiques ou financiers puissent prendre des décisions, il faut quand même des incentives, soit des incentives positifs, je peux être un peu redondant, soit des incentives négatifs, des choses qu'ils ne pourront pas faire. Et donc il faut créer de la réglementation qui donne le système, qui crée le système d'incentives qui peut faire que les choses puissent avancer. C'est pourquoi, et ce sera peut-être ma conclusion, parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, je crois franchement qu'aujourd'hui, il y aura, appuyé sur la science, qui nous donne toujours aujourd'hui plus de preuves sur la man-made climate change, et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment être obscurantiste pour nier tous les éléments que la science nous a déjà fournis. Il y a encore aujourd'hui les climate denials, certains d'ailleurs en position de très grand pouvoir. Je me rappelle à l'époque, à la Commission, il y avait au moins un président d'un de nos États membres qui niait l'existence même du problème du climat. Aujourd'hui, on trouve ailleurs ces denials, mais je crois que finalement, la science va consolider cette opinion. Mais dans l'opinion publique, surtout celle de la jeunesse, je crois qu'elle est en train de créer une pression qui ne pourra que croître, être plus grande, et cette pression sur l'économie, notamment sur l'industrie et les services, et ce n'est pas à exclure que l'on assistera à des mouvements de rejet des produits et des services qui ne seront plus considérés acceptables d'un point de vue environnemental et ou de soutenabilité. Je crois que ça va se passer et ce ne sera pas très loin d'aujourd'hui, plus fort. Il y a déjà eu des signes. Notamment, le social media va avoir là un rôle sans doute. Quand on pense par exemple aux conséquences du mouvement MeToo sur la façon dont on regarde aujourd'hui maintenant le rapport entre hommes et femmes dans les lieux de travail, ou toutes les questions liées aux causes des femmes en matière de les conséquences en termes de politique suivies par les entités publiques et par les entités privées en matière de gender diversity. Quand on regarde seulement ça, à mon avis, ce n'est pas difficile à prévoir qu'on aura des mouvements encore plus puissants en ce qui concerne la soutenabilité des produits et des services qui seront mis à la disposition des consommateurs. Donc, c'est évident, la seule chose intelligente à faire, surtout pour les investisseurs à long terme, comme des fonds de pension, des assurances, des caisses de retraite, des mutuelles, mais pas seulement pour les investisseurs à long terme, c'est de bien choisir ces investissements. Et c'est de prendre en considération ces facteurs. Et donc, je crois que ceux qui ont déjà compris ça plus vite, et il y en a certains qui prennent ça plus vite que d'autres, sont déjà en train d'aligner leur stratégie d'investissement avec ces préoccupations. Soit par une conviction profonde, et une conviction écologique profonde. D'ailleurs, on voit ça aussi dans l'opinion publique. Si vous regardez les dernières élections européennes, c'est très intéressant la croissance du mouvement des Verts. Donc nous allons assister à un approfondissement de ce mouvement en Europe et je crois aussi aux États-Unis. Bien sûr, il faut faire une distinction entre la Californie et New York et le reste des États-Unis, mais je peux vous dire que de mon point de vue, les États-Unis commencent à penser s'ils ne doivent pas, aussi pour des raisons économiques et financières, changer un peu de cible. Finalement, il y avait des présidents américains qui m'ont dit « Ne crois jamais que les Américains vont joindre ça, parce que même si les présidents te disent qu'ils vont le faire, ils ne le feront pas parce qu'il n'y a pas une majorité au Congrès. » Et la vérité, c'est que ce n'est pas seulement avec l'actuel président américain. La vérité, c'est qu'on n'a pas ratifié Kyoto. Bill Clinton l'a approuvé, mais il ne l'a pas ratifié. C'est vrai qu'Obama a accepté Paris, mais il savait déjà qu'il n'aurait pas à se préoccuper avec la ratification. C'est pourquoi ils n'ont pas fait l'effort pendant le premier mandat, ils l'ont fait seulement au deuxième mandat. Donc c'est la réalité que les Américains, le système américain n'était pas encore prêt pour faire
un plus grand saut en avant dans les questions d'environnement. Mais je crois qu'aujourd'hui, surtout au niveau des États, au niveau des universités, au niveau des plus jeunes, on commence à avoir cette tendance. Et ce ne sera pas difficile à prévoir un changement à un certain moment, notamment lorsqu'il y aura des technologies plus avancées pour certains de ces domaines, ce qui est d'ailleurs en train de se produire. C'est pourquoi, à mon avis, il nous faut faire plus. Et j'espère que notre réunion ici sera une petite contribution, mais une contribution importante pour rendre plus importante encore cette réalité qu'est la finance verte, parce qu'elle nous aidera dans la résolution d'un problème existentiel pour nous et pour nos générations futures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, mon nom est David Tchouprina, je travaille pour Candriam, qui est une société de gestion qui appartient à un groupe américain qui s'appelle New York Life. Nous sommes basés à Paris et à Bruxelles. Et au sein de Candriam, je suis responsable pour les portefeuilles clients ESG. Voilà pour moi. D'accord. Et juste pour reprendre un petit peu, combien la sous-gestion Candriam Nous gérons un peu plus de 120 milliards d'euros pour une clientèle, on va dire, principalement institutionnelle, en tout cas en France, mais qui est une partie aussi retail qui grandit. Et dans ces 120 milliards, plus d'un tiers sont gérés dans des stratégies qui mettent fortement l'accent sur la dimension durable, de différentes manières, en fonction des classes d'actifs, des régions. D'accord. Et il y a une actu particulière pour un lancement de fonds. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau fonds qui se lançait. Oui, tout à fait. Oui. Donc nous avons lancé récemment un fonds qui s'appelle Candriam Climate Action. Et ce fonds a la particularité de se focaliser d'un point de vue très bottom-up sur des entreprises que nous avons sélectionnées parce qu'elles apportent une vraie solution, indépendamment du secteur. Il ne s'agit pas de faire un fonds d'exclusion, mais des solutions positives et orientées sur le long terme au changement climatique. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la croissance économique est le paradigme premier. Dans ce cadre-là, ça concerne aussi même les caisses de retraite, par exemple, qui doivent, par leurs investissements, générer de la rentabilité pour assurer le paiement des futures pensions. Donc, dans ce cadre-là, certaines entreprises sont plus à même que d'autres à croître dans un monde qui, par ailleurs, doit faire décroître ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre travail, nous, en tant qu'allocataires de capital, de capital confié à nous par nos clients, c'est de trouver les entreprises qui parviennent à apporter des solutions au changement climatique. Alors bien sûr, on pense tous aux énergies renouvelables. C'est la première chose, les panneaux solaires, c'est évident. Mais au-delà de cela, il y a d'autres secteurs auxquels on pense peut-être moins, comme par exemple l'efficacité énergétique. Je vous donne 2 exemples d'entreprises, très brièvement. La première, c'est Kingspan. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît Kingspan. C'est une entreprise qui fabrique des isolants thermiques. Alors ça a l'air bête comme ça, mais quand vous remplacez au sein d'un immeuble l'isolation thermique existante par une isolation beaucoup plus performante, vous réduisez la perte de chaleur au sein de l'immeuble et donc vous diminuez aussi les besoins de chauffage ou de refroidissement l'été et donc le bilan carbone de cet immeuble. Vous faites ça à grande échelle en utilisant les produits d'une société comme Kingspan. Et je ne suis pas du tout en train, j'ai mon officier de compliance qui me parle là dans l'oreillette, je ne suis pas du tout en train de vous dire acheter Kingspan, c'est peut-être d'ailleurs très cher, mais ce type de société apporte de vraies solutions et pas très technologiques finalement. On ne parle pas de high-tech, d'intelligence artificielle, pas du tout. C'est vraiment des solutions presque de bon sens. Un deuxième exemple, c'est Tomra, une société qui, elle, installe des automates pour récupérer les bouteilles en plastique. Dans certains pays, ce n'est malheureusement pas le cas de la France, parce que ce n'est peut-être pas assez high-tech pour les éminences françaises qui décident, mais en même temps, c'est du bon sens. Vous achetez une boisson dans une bouteille en plastique, vous payez 50 centimes pour la bouteille, et ces 50 centimes, vous les récupérez lorsque vous ramenez la bouteille. Et Tomra fabrique les automates qui vont récupérer la bouteille, vous rendre vos 50 centimes et envoyer la bouteille au recyclage et la recycler. Encore une fois,
On ne parle pas ici de high-tech, ces automates, en termes technologiques, c'est de l'industrie du milieu XXe siècle, mais ils ont 70% de part de marché, dans des marchés qui sont en pleine croissance. Imaginez qu'en France, par exemple, on n'en est pas encore là, on pense à la Chine, où ils commencent à pénétrer le marché. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement, mais une entreprise intéressante. Et un autre exemple de ce que nous cherchons. Alors bien sûr, on va aussi investir dans des entreprises plus orientées sur la disruption technologique, par exemple sur des technologies liées au stockage d'électricité, des batteries, des technologies qui dépassent les limites du lithium-ion, la technologie sur laquelle aujourd'hui nous reposons pour toutes les batteries qui équipent nos équipements. Il y a d'autres technologies qui arrivent et des entreprises qui investissent là-dedans. Donc là, on parle plus de disruption technologique, mais aussi des secteurs avec un fort potentiel, à la fois économique et en termes de réduction de notre empreinte climatique, notre impact sur le changement climatique. Je propose de passer la parole à Alain et peut-être commencer par une présentation. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Alain Pitou, je suis directeur de la finance responsable chez OFI. Alors, OFI, 75 milliards d'actifs gérés, pratiquement essentiellement pour des institutionnels, avec OFI est un acteur historique de l'ISR, puisqu'en fait, notre premier fonds ISR date de 1998, donc une certaine antériorité dans le domaine. Alors, on travaille essentiellement pour les institutionnels, essentiellement français. On commence à s'élargir en Europe. Donc ça, c'est une particularité assez forte. Et on a, je l'ai peut-être déjà dit, 75% de nos encours qui sont gérés sur une stratégie ISR. Alors, pour ça, évidemment, c'est une culture qu'on a portée dans l'entreprise depuis un certain temps, avec des équipes dédiées, que ce soit côté analyse, côté gérant. Et puis, quelques particularités. Une particularité importante pour OFI, c'est d'être propriétaire de ces données. Alors, c'est un enjeu extrêmement important pour ce business, qui est quand même très fondé sur des données donc extra-financières qui n'ont pas aujourd'hui encore nécessairement un historique très très long. Donc, nous, on possède nos propres données, notre propre analyse sur ces données. Donc, c'est un point assez clé pour nous. Et on est très actifs sur ce domaine. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, et ça, on l'a développé avec nos clients depuis le temps, depuis ces années de travail avec eux, c'est une relation de proximité qui s'est développée aussi dans les services. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des fonds et des mandats dédiés pour nos clients institutionnels qui nous portent un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes assurantielles, des contraintes d'exclusion, des contraintes de type de gestion. Donc ça, évidemment, on le fait. Et puis, on leur offre énormément de services. Alors, je rebondis sur ce que disait M. Barroso tout à l'heure. En fait, la réglementation évolue. Alors, il y a des réglementations contraignantes, on les connaît tous. Et puis, il y a des réglementations qui poussent les acteurs pour informer leurs parties prenantes au sens large. Ça peut être des actionnaires, ça peut être des clients, à communiquer. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'article 173, la LTE, dont les entreprises et les institutions doivent communiquer sur leur politique sur le plan ESG. Donc il y a une forme de volontariat et on le voit, c'est une tendance qui est portée depuis un moment par beaucoup d'institutionnels. Et donc nous, on les aide pour rédiger leur rapport LTE, comme nous l'appelons. Alors ça nous donne une proximité avec nos clients. On les aide dans ce domaine, on leur fournit des informations, on leur fournit des données, puis on les aide donc à élaborer ces rapports LTE. Voilà, en quelques mots. D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine notion de trajectoire de degré ? Alors ça, on va dire, on est dans notre actu aujourd'hui. C'est-à-dire que la première étape pour beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises, c'était ces rapports LTE. Encore une fois, basé quand même un peu aujourd'hui sur le volontariat. Ça va devenir contraignant au fil du temps, mais aujourd'hui, c'est encore, entre guillemets, du volontariat. Et il y a une autre étape qui apparaît aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'évolution du changement climatique. Et effectivement, les entreprises, un peu de la même façon qu'il y a ce fameux LTE, il y a ce qu'on appelle les rapports TCFD, dans lesquels les entreprises et les institutions doivent dire qu'est-ce qui va se passer pour elles si on continue la trajectoire actuelle, qu'est-ce qu'elles vont faire dans tel et tel type de configuration, donc tout un tas de scénarios à élaborer pour réduire leur empreinte carbone, pour
réduire leur empreinte carbone d'un côté, et puis éventuellement aussi être une source d'opportunités. Alors je pense que les entreprises qu'ont cité David font partie de ces entreprises qui vont, alors peut-être pas Tomra, mais peut-être la première, qui vont profiter, qui ont peut-être des brevets et qui vont profiter de ce qui va se passer dans l'évolution climatique dans les années qui viennent. Alors c'est du très long terme, hein. C'est aussi pour ça qu'on est très concentré sur les institutionnels qui ont cette vision longue devant eux. Et ben donc ces rapports TCFD, donc on travaille dessus. Alors c'est un énorme travail parce que il y a toute une méthodologie à construire. C'est pas aujourd'hui, elle n'est pas disponible simplement. Donc on travaille en interne sur l'amélioration des méthodologies pour identifier ce qui va se passer pour les entreprises. Donc c'est une forme de scénarisation de ce qui peut se passer. Et puis, on travaille effectivement aussi avec des prestataires externes qui nous aident à élaborer ces scénarios et qui nous aident à collecter les données. Encore une fois, c'est quand même l'enjeu pour élaborer des stratégies, c'est d'avoir les bonnes armes pour le faire. Voilà. C'est clair. On avait pu faire un dossier thématique dernièrement sur Green Finance avec les différents points importants thématiques pour chacun, avec leur vision un peu au niveau stratégique. Et au sein de OFIAM, ça donnerait sur quel sujet, en quelque sorte, quels sont les points les plus importants? Alors, comme on l'a décrit, hein, c'est l'évolution autour du climat. Donc, on a des produits qui vont aller dans ce sens, qui vont identifier des entreprises qui peuvent profiter de ce qui va se passer et qui elles-mêmes vont travailler pour réduire leur empreinte carbone. Donc ça, c'est le genre de fonds sur lesquels on travaille en ce moment. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, c'est vraiment une actualité très importante pour nous, c'est aider nos institutionnels, nos grands clients, à élaborer leur rapport climatique pour que justement on aille dans ce sens-là. Donc on est sur un travail de méthodologie avec nos clients pour répondre à ce besoin. Donc ça, c'est, on va dire, la phase un peu actuelle et un peu ultime du développement, mais il y a encore beaucoup à faire sur les différents axes de la gestion ISR, c'est améliorer les process ESG pour qu'on intègre le maximum de données, qu'on puisse être parfaitement en ligne avec ce qui se passe sur les marchés, parce qu'il y a aussi cette notion d'être efficace sur les marchés. Et puis il y a des produits qui sont en cours de développement et qui sont en vente aujourd'hui, des produits ce qu'on appelle impact, où on va retrouver dans le fond des valeurs qui, parce que c'est notre rôle aussi, d'être les valeurs qui vont profiter de ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas seulement climatique, là, on s'éloigne un peu du cadre simplement climatique, mais qui peuvent être des entreprises qui, par leur comportement social, leur comportement de gouvernance, vont être des entreprises qui vont gagner et avoir un impact sur la société au sens large et qui vont en profiter sur le plan boursier. Voilà. D'accord. Je propose de passer avec la parole à Olivier. Oui, bonjour à tous, c'est donc Olivier Cassé. Je vais essayer de faire vite parce que sinon on va être encore là demain matin et pour le coup sur notre empreinte carbone, à mon avis, on va pas être très très bien. Donc je suis Olivier Cassé, je suis gérant de fonds ISR, donc pour l'investissement socialement responsable, investi sur les actions européennes chez Generali Investment. Donc chez Generali, que vous connaissez bien, le grand groupe d'assurance italien, on a développé on a une vocation assez forte sur la finance verte et plus largement sur l'investissement socialement responsable. Ça fait partie de notre ADN pour une raison assez simple, c'est que c'est lié à notre métier primaire de l'assurance. C'est-à-dire qu'on vient assurer une clientèle d'entreprise sur un risque corporate, on vient assurer une clientèle de particuliers sur un risque, par exemple, sur la santé. Donc les primes qu'on collecte de ces clients-là, qu'on place sur les marchés financiers en attendant de les reverser sur d'éventuels sinistres, bien évidemment, il faut les investir de façon responsable. Parce qu'il serait un non-sens total d'aller investir sur ces primes-là sur des activités risquées qui pourraient justement engendrer un surcoût pour les activités d'assurance. Et juste pour illustrer un petit peu ça, vous redonner quelques chiffres sur l'année dernière, sur le coût total des catastrophes naturelles pour le secteur de l'assurance, c'est 175 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on a un vrai lien entre l'activité primaire de Generali sur les activités d'assurance et l'investissement socialement responsable qui vise à investir tout simplement de façon responsable sur tous les marchés, sur toutes les classes d'actifs et sur toutes les géographies. Et quelle est exactement la demande en produits ISR? Il y a une demande particulière ou Alors, j'ai quelques cheveux blancs, donc moi les produits ISR, je les connais depuis très longtemps et c'est assez incroyable, parce que c'est des produits qui existent au final depuis 20-25 ans.
même davantage. Et au final, on voit un développement marqué de ces produits-là depuis 18 mois, 24 mois. Et particulièrement en France, hein, moi je me déplace beaucoup en Europe pour justement commercialiser ces produits. On a un vrai intérêt sur le marché français de tout type de clients. C'est-à-dire qu'on a une demande de la clientèle institutionnelle. Et d'abord, ça a d'ailleurs commencé par cette demande-là. C'est-à-dire qu'en France, on a eu, alors sans rentrer dans des sujets techniques, mais l'article 173 au niveau français qui incitait et qui obligeait les grands investisseurs institutionnels à intégrer les critères ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance, dans leur politique d'investissement. Donc quand vous obligez ces acteurs-là à intégrer ces critères, bien évidemment, ils doivent être plus transparents et donc ça les incite à changer leurs investissements et de faire des investissements un petit peu plus responsables. Donc ça a commencé de manière très très forte par la clientèle institutionnelle il y a de cela 2 ans. Et puis aujourd'hui, on le voit un petit peu plus largement sur la clientèle de particuliers. Et là, je pense qu'on en débattra un petit peu plus tard, mais on est sur un phénomène de société. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui, hein, quand on veut acheter une voiture, on veut acheter une voiture un petit peu plus propre, donc on est en train de délaisser le diesel. Dans notre alimentation, aujourd'hui, on veut manger plus sainement, donc on est en train d'acheter du bio. Et bien, dans nos investissements, les particuliers souhaitent également faire la même chose aujourd'hui et investir de façon plus responsable en intégrant des sujets qui sont des sujets pour eux importants de différentes sortes, liés à l'environnement, mais également liés au social. On parle beaucoup d'environnement, c'est vrai qu'on parle de finances vertes, mais l'investissement socialement responsable, l'ISR, c'est vraiment le E, l'environnement, le S, le social, et le G, la gouvernance. Donc on a des produits qui sont tournés sur l'environnement, et ça parle beaucoup aux particuliers. Et ça, c'est une nouvelle vague, hein. On avait hier une conférence sur Londres de l'investisseur responsable, et on parle beaucoup de changement climatique, du climate change, mais donc il y en a beaucoup de produits qui ont déjà été développés sur cette thématique-là. Mais on a une nouvelle vague, et on a un momentum qui est très très fort sur la partie sociale. Et nous, pour revenir sur notre actualité, alors c'est pas tout récent, mais on a lancé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, chez General Investment, un fonds ISR sur la thématique du vieillissement de la population. Et d'ailleurs, au sommet du G20 qui se tient au Japon à la fin du mois, on a eu le pré-communiqué de presse pour évoquer les sujets qui seront abordés dans ce cadre-là. Et le Japon, donc, qui est, par son mix de population, le pays le plus âgé au monde, est en train, et c'était le cas du ministre japonais, d'alerter les pays à l'échelle mondiale des éventuelles conséquences, enfin, c'est pas des éventuelles, c'est pas un bon mot, c'est des conséquences qui vont arriver dans l'ensemble du monde ces prochaines années liées au vieillissement de la population. Alors on est en train de prendre en compte certaines de ces conséquences aujourd'hui. On parle beaucoup en effet du sujet de la retraite. On voit bien que le système classique qu'on connaît de nos pays, le système de répartition, il ne va plus marcher parce que la population active, du fait du vieillissement de la population et du fait d'un faible taux de natalité, est en train de baisser. Hein. C'est le cas dans de nombreux pays. Alors, d'ailleurs, on comprend des décisions politiques qui sont prises dans ce cadre-là, hein, notamment en Allemagne. Si Angela Merkel a décidé et accepté l'arrivée massive de migrants en Allemagne, c'est pour faire face à ça. En Allemagne, sur les 30 prochaines années, vous allez avoir une baisse de la population active de 25%. Donc sur un pays comme l'Allemagne, qui est un pays exportateur industriel, un manque de main-d'œuvre, ça a des impacts directs sur la croissance économique. Donc voilà, chez General Investment, on a intégré et on a lancé un fonds qui est typiquement sur le vieillissement de la population, avec pour objectif d'investir dans des sociétés qui sont des sociétés européennes, qui viennent offrir une solution par rapport aux différents défis qu'on aura à relever, aussi bien sur des sujets d'épargne retraite que sur des sujets liés à la santé, ou sur des sujets un petit peu plus larges liés à la consommation de la population des seniors à l'échelle mondiale. Et typiquement sur ce fonds, il y a une méthodologie particulière, une analyse pour en arriver à la sélection aussi. Alors ce fonds-là, au-delà d'être sur la thématique sociale attachée au vieillissement de la population, est un fonds ISR. Et là aussi, je pense qu'on peut en débattre très, très, très longuement, mais quand on parle d'ISR, encore une fois, je me répète, mais on parle de E, S et G. On parle de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et pour moi, quand on investit ou quand on se dit vouloir investir de façon responsable, on est obligé d'intégrer ces 3 critères-là. Parce que faire de la finance verte, au final, aussi, c'est pour aller investir dans des énergies propres, pour aller faire du solaire ou de l'éolien. Mais si ces panneaux solaires sont fabriqués par des enfants chinois ou ailleurs sur la planète, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'investissement socialement responsable ou de l'investissement responsable tout court. Donc pour nous, c'est important d'intégrer vraiment ces 3 critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance.
Et comme je le disais tout à l'heure, on a un acteur historique, donc ces activités d'assurance qu'on fait depuis très longtemps ont fait qu'on a développé en interne une méthodologie d'analyse des sociétés cotées en Europe, notamment au niveau européen, en analysant les pratiques liées à l'environnement, au social et à la gouvernance de ces sociétés européennes. Et comment on travaille? On a des équipes, on investit fortement en interne, on a des équipes en interne qui font ce travail-là. Et une entreprise va être analysée par rapport à son secteur. Et on va venir identifier pour un secteur donné les critères E, S et G qui nous paraissent comme les plus pertinents pour faire l'analyse extra-financière du secteur. Juste pour vous redonner encore une fois un exemple, hein, quand on parle de critères extra-financiers sur le social qui sont importants, je le citais à l'instant, on va regarder par exemple le travail des enfants. Quand on fait l'analyse du secteur du textile, c'est un critère qui est important à regarder. Quand on va faire l'analyse du secteur bancaire, c'est absolument pas pertinent. Comme je dis très souvent, dans le secteur bancaire, on a fait plein d'erreurs, on a plein de fautes derrière nous, on se tire des casseroles, on se traîne des casseroles, mais en tout cas, il n'y a pas le problème du travail des enfants à ma connaissance. Donc l'idée, c'est vraiment, sur un secteur donné, aller identifier des critères E, S et G qui sont des critères très pertinents pour faire l'analyse du secteur et de l'entreprise. Et une fois qu'on a identifié ces critères-là, on rentre en contact avec l'entreprise, on leur demande des réponses par rapport à leur pratique sur ces critères-là, et donc on peut faire l'analyse de l'entreprise, on peut la noter et on peut la classer par rapport à son secteur. Et dans nos produits dits ISR, dans la maison Generali Investment, on ne va investir que sur les sociétés qui ont les meilleures notes dans leur secteur, et on va venir exclure généralement entre 40 et 45% des émetteurs d'un secteur donné. Donc c'est un taux d'exclusion qui est très très fort. D'ailleurs, j'ai la certitude que ce taux d'exclusion est le plus élevé de la place à la fois en France ou en Europe, mais ça nous permet aujourd'hui de dire qu'on investit de façon responsable. Encore une fois, dans cette analyse-là, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on fait le maximum de notre côté pour pouvoir faire cette analyse concrètement en discussion avec les entreprises, pour venir exclure les entreprises qui ont les moins bonnes pratiques. Et juste pour boucler la boucle sur ce point-là, ce qui est important derrière, je pense, c'est également d'essayer d'aider les entreprises à améliorer leurs pratiques. Parce que si demain on veut un monde meilleur, hein, c'était évoqué précédemment par M. Barroso, je pense qu'on est tous responsables. C'est-à-dire que les politiques ont un rôle à jouer, et on a des décisions qui doivent être prises au niveau politique, au niveau réglementaire, qui sont importantes. On a des décisions qui doivent être prises également pour nous, hein, tout à chacun. Je pense qu'au quotidien, on doit se poser les questions dans nos actes et éventuellement changer certaines de nos habitudes. Et puis enfin, les entreprises ont un rôle très important. Et ce que je dis souvent, et je m'excuse de ces propos-là parce qu'on a une personne de ce cadre-là aujourd'hui, mais personnellement, je fais beaucoup plus confiance aux entreprises pour apporter des solutions par rapport aux défis qu'on a relevés sur le social et l'environnement qu'aux politiques. Même si, entre guillemets, c'est en train de changer, et la montée des Verts en France est plutôt, je pense, dans ce sens-là, une bonne chose, sans vouloir rentrer dans des discours politiques. Mais on l'a vu hier dans le nouveau programme, annoncé par Édouard Philippe, on a un volet vert qu'on n'avait pas précédemment. Donc voilà, je pense qu'au quotidien, on a un rôle à jouer, les politiques ont un rôle à jouer et les entreprises ont un rôle à jouer. Et nous, comment ça se passe? C'est quand on fait cette analyse des entreprises, on leur donne les résultats de notre analyse et on leur donne leur classement par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Et ça, voilà, on leur demande de l'information pour faire notre analyse, mais on leur redonne de l'information, et ça permet un petit peu de faire leur propre benchmarking et de voir en effet les sujets sur lesquels ils peuvent s'améliorer, sachant qu'aujourd'hui, c'est un sujet de finance ISR qui est un sujet très important, et M. Barroso l'a dit, en pleine explosion. On a vraiment une grosse demande de ce côté-là. Et donc, bien évidemment, un dirigeant d'entreprise qui sait très bien que la valorisation de son entreprise va être liée à la demande des investisseurs sur ses propres actions, le fait de mettre dans son camp, en effet, à travers certaines mesures liées à l'environnement, au social, ces investisseurs nouveaux sur l'ISR est plutôt favorable pour eux. D'accord. Moi, j'avais une autre question, peut-être par rapport à ce qu'on reproche beaucoup à la finance verte, c'est cette partie reporting, donc contrainte par rapport à tout ce qui doit être mis en place pour être vert, green, répondre à l'ensemble des critères ESG. Et peut-être qu'un de vous trois pourrait prendre la parole là-dessus. Ce rapport entre le coût et l'alpha de ce que l'on peut avoir, notamment sur respect des critères green. C'est une vraie question. On revient de loin. Quand l'ISR a démarré, chez Candriam, c'était au début des années 90, les investisseurs qui voulaient une solution responsable voyaient ça en termes d'exclusion. Je vais enlever le tabac, l'armement,
Le nucléaire, pourquoi pas, ça dépend des pays. Et je réduis mon univers d'investissement. Et de cela découlait, c'était en tout cas la perception, une perte d'alpha, de performance, vu que si jamais, pendant les 5 prochaines années, le secteur produisant des produits à base de tabac surperforme tous les autres marchés, je serais pénalisé en relatif. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand nous intégrons de la dimension ISR dans nos investissements, nous allons faire ça de façon beaucoup plus fine, c'est-à-dire que, comme ça a déjà été évoqué, on va chercher quel facteur est pertinent pour un secteur donné. On avait le secteur tout à l'heure de la banque, travail des enfants dans le secteur financier. Par exemple, c'est un secteur qu'on ne va pas regarder, et on va chercher les facteurs qui, on va parler de matérialité, qui sont matériels pour ce secteur-là, pour cette entreprise-là. Ça veut dire qu'ils sont liés à la performance financière de l'entreprise. L'entreprise qui, aujourd'hui, dans le secteur, par exemple, de la production de voitures, qui néglige ses émissions de CO2 à partir de 2021 en Europe, va devoir payer chaque année une amende significative. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros par constructeur. Si ces émissions moyennes de sa flotte de voitures sont au-dessus de 95 grammes par voiture et par kilomètre. Aujourd'hui, aucun constructeur n'y est. Il n'y a qu'un seul constructeur au monde qui est sur une trajectoire qui lui permettra de respecter cet engagement. Tous les autres n'y sont pas. Donc là, on voit qu'il y a une matérialité qui est liée à la performance. Et donc aujourd'hui, parler d'ISR comme étant négatif d'un point de vue de la performance, c'est tout simplement faux. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. Nous avons fait une l'année dernière sur les marchés émergents actions. On s'est intéressé, chez Candriam, à mesurer quel était l'apport ou au contraire le coût de nos filtres ISR sur notre univers investissable dans les actions marchés émergents. Donc, il faut savoir que depuis plus de 10 ans, nous avons une stratégie responsable dans les marchés émergents actions qui exclut aux alentours de 40% de l'univers investissable. 40%, c'est à la fois peu et beaucoup. Ça dépend si c'est fait de façon neutre au niveau sectoriel ou pas. Ce n'est pas pareil si vous enlevez 3 secteurs qui représentent 40% de l'univers ou si vous enlevez 40% de chaque secteur. Il vous reste chaque fois alors 60% par secteur. Vous pouvez toujours diversifier votre fonds, mais vous avez enlevé les pires émetteurs. C'est notre approche, évidemment. Et on a vu que l'univers responsable, donc les entreprises les plus responsables avec la meilleure note, avaient, sur les 10 dernières années, en fait, avaient surperformé l'indice standard, MSCI, Emerging Market Equity. Donc on voit qu'il est possible de faire de la performance et en même temps d'investir de façon responsable. Et juste par rapport au FIAM, est-ce que vous voyez ça différemment ou Alors, pour compléter, je pense qu'on est aligné, c'est-à-dire qu'en fait, on fait les mêmes études sur les exclusions et de voir sur un portefeuille ESG sa performance par rapport à un indice. Au fil des années, sa performance est meilleure que la performance de l'indice. Donc c'est assez démontré. Et en fait, ce n'est pas si vieux que ça, effectivement, parce que avant, on n'avait pas forcément les données pour analyser ça. Je pense que le gros changement et la première prise de conscience des investisseurs, ça date de la crise 2008 et le batch retour de 2012 avec la crise de la zone euro. À ce moment-là, les entreprises mal gouvernées ont explosé. Donc il y a eu clairement un focus sur cet aspect-là et on a pu démontrer que, alors c'était pas l'environnement, c'était probablement pas le social encore à ce moment-là, mais la gouvernance a clairement démontré qu'il y avait cet aspect d'impact sur la performance. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et nous, c'est aussi, avec nos clients institutionnels, c'est pour ça qu'on a la gouvernance dans nos critères les plus importants de l'analyse ESG. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit, et c'est la première fois depuis qu'on a ces réflexions autour de l'ESG, que les investisseurs qui s'amusent à aller acheter les entreprises qui ont un drapeau rouge ESG perdent énormément d'argent. Donc là, c'est factuel, hein, on le voit, il y a des accidents régulièrement. Donc un des plus célèbres, c'est Volkswagen. On a un accident en cours avec Bayer. On a un accident en cours avec Deutsche Bank. Enfin, c'est des valeurs qui ont un drapeau rouge depuis longtemps sur le plan ESG et qui ont clairement sous-performé avec une perte en capital qui est énorme. Et après, sur l'aspect un peu plus long, ma réflexion, moi, c'est de me dire que
l'allocation de capital actuelle, et c'est pour ça que peut-être les États ont du mal à gérer cet aspect-là, c'est que c'est un problème de capital, en fait. C'est-à-dire que le capital actuel, il me semble qu'on est assez d'accord aujourd'hui ici, sinon on ne serait probablement pas là pour en parler, l'allocation actuelle ne va pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas conduire à quelque chose de positif pour la société donc, et pour le capital lui-même. Donc il faut réfléchir à cette allocation, et c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté qu'on a. Alors ça commence à passer dans le public. C'est vrai qu'on est partis tous du monde institutionnel et on voit les banques privées qui commencent à s'intéresser, les sélectionneurs de fonds, et ça commence à venir pour le client, on va dire, particulier, classique d'un réseau bancaire. On voit monter cette demande. C'est encore pas totalement avéré, mais enfin ça commence à venir. Et on sent bien que c'est une nouvelle allocation de capital qui va permettre deux choses, c'est de préserver, et ça c'est le rôle qu'ont beaucoup d'institutionnels, les assureurs, etc., de préserver ce capital, et puis aussi de le faire fructifier en allant vers des entreprises qui vont, encore une fois, profiter de cette évolution. Et ça, le jour où on commence à s'en rendre compte, on s'en est d'abord rendu compte sur un plan négatif, on va dire, en excluant quelques entreprises. Et là, le monde de l'ISR est en train d'évoluer pour aller chercher les entreprises les plus vertueuses. Avec cette idée, je rebondis sur ce que disait Olivier, c'est que il y a cet esprit un peu ouvert, c'est-à-dire que les méthodes qu'on utilise nous, on les explique à nos clients, on n'hésite pas à faire partie de groupes de travail pour focaliser des réflexions sur un thème parmi d'autres. Et il y a aussi un autre thème qui arrive, et ça c'est encore... on va dire, c'est vraiment très sous-jacent, c'est, il y a l'ESG, les exclusions, l'impact, et puis nous on voit poindre une demande de la part de nos clients institutionnels, alors ça sera peut-être pour les clients privés, mais plus tard, sur l'engagement, c'est-à-dire que des investisseurs, des entreprises, des assureurs nous demandent de sélectionner pour eux des entreprises qui ont un engagement, alors c'est essentiellement souvent social, là aussi c'est des engagements très longs. Alors on cite assez souvent le problème du travail des enfants, et on se rend compte assez rapidement que ça débouche sur des aspects et des contraintes et des environnements très complexes à mettre en œuvre. Et là, le long terme est la clé pour réussir dans ce domaine-là. Même chose, on travaille avec nos clients en harmonie pour travailler sur ce thème. Stocks has been around for quite a long time. We have the Eurostoxx 50, which is obviously the flagship benchmark within Europe. And we've been working with ESG since at least 10 years now. And what we've noticed over the past couple of years is that ESG is becoming mainstream. Essentially, 5 or 10 years ago, it was mainly a niche investment for some green people, or tree huggers, as we used to call them. And now, with what we are seeing from a regulatory perspective, we are seeing the work groups within the European Commission. We're seeing all the task forces being set up around the world. ESG is becoming mainstream. And it's also from an investment perspective where ESG is becoming mainstream. Within the US, $1 in $4 that is invested is going into some form of ESG investment. So as an index provider, we have to reflect what is happening in the economic reality. And since we have flagship benchmarks, we needed to start changing our philosophy. And we started thinking about how can we incorporate ESG into a benchmark. We wanted to not build custom solutions for one client at a time. We wanted to do something that is used in the mainstream. And essentially we found that if we look at the responsible investment policies within Europe, we found that there were 4 different categories of exclusions that are being applied. One is UN Global Compact contravention. The other is controversial weapons, which has been around for a long time. AXA kicked off the exclusion of tobacco. And obviously after COP21, thermal coal started becoming non-investable. And we found that if we exclude these 4 sets of exclusions, we actually tick the box for all of our investors from a responsible investment perspective. And then the big question comes, okay, if we take these companies out of our benchmarks, what's going to happen? Because the first question is always, okay, ESG is nice, but how much is it going to cost me? And we found out that essentially it's not going to cost you anything. We found that the performance of this new index, which we call ESGX, so X for exclusion, all of these benchmarks
are performing the same, if not better. And at the same time, you're not investing or financing these kind of activities, which are now, in the current economic environment, not seen as being a part that people want to invest in anymore. So at Stocks, we've launched all of our benchmarks are now ESG compliant. So across the whole range, we've launched the ESGX. We've also launched futures on it. And when we start talking about derivatives, people always get very nervous and think that we're dealing with the devil, but we are not. The whole reason for derivative launches is that we wanted to reduce the cost of trading for ESG solutions. So if we ask an asset manager to implement an ESG compliant index, they say, well, we have to hedge it, there's a few names not there in the benchmark, it doesn't look so good, and all of a sudden they charge you a lot of money for it. And with the derivatives, we found that we can actually reduce the cost of trading for asset owners and asset managers in the tens of times. So it's not 1-2% less, it might be 50 or 60 times cheaper to trade. And this is extremely important for us because everywhere there is a cost pressure. And if we can provide solutions that is ESG compliant, which is also cost effective, and it is liquid, that is what our aim is, and that is what we have done. We've spoken a lot about what's happening in climate. Stocks has also launched the Eurostoxx 50 low carbon index, which also has futures on it, and we've also launched our climate impact indices. So across the board, we're seeing that it's not only ESG, it's not only climate. We're actually starting to see a lot of our clients and customers asking us for integrated solutions that not only looks at ESG on its own or the ES or G part, not on low carbon or not on climate, but to start building them more complex solutions that actually takes the whole scope into account. And this is something that I think we will see rolling out in the future. So ESGX for us was the first step. We can't go from nothing to 100 in one go. Then there will be no acceptance in the market. We see this as a stepwise approach. We'll start integrating ESG more, we'll start integrating climate more, because we believe that this is what the benchmarks of the future are going to look like. Je propose de passer la parole à Aurélien Barraud pour qu'il nous dise un peu son approche, comme je disais en introduction, où il faut être pragmatique et peut-être avoir une démarche un peu scientifique sur le sujet. De quelle a été exactement la démarche et les différentes étapes pour en arriver là. Merci. Tu as dit en introduction que tous les orateurs étaient exceptionnels. Donc, en ce qui me concerne, mon exceptionnalité serait plutôt dirigée du côté de l'incompétence sur le sujet qui nous réunit ce soir, puisque en tant que physicien, je n'ai évidemment aucune expertise sur la finance. Pour autant, je peux quand même donner quelques éclairages sur la situation globale. Voilà, rassure-toi, je vais quand même tenter de dire quelque chose de signifiant. Bon, je ne vais pas bien sûr rappeler le détail de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, simplement quand même quelques chiffres, parce qu'il faut se remettre les idées au clair, quelques chiffres qui ne sont pas de nature économique. Vous savez que dans les 40 dernières années, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre. C'est un chiffre vertigineux. Vous savez que dans un court terme, on pense qu'environ 1 million d'espèces vont péricliter. C'est du jamais vu sur cette échelle de temps, même en incluant les crises précédentes. Vous savez que 400 millions d'oiseaux ont quitté les cieux d'Europe et que les insectes sont en train de disparaître. Et pour en revenir aux préoccupations plus directement humaines, vous savez également que l'ONU annonce entre 100 et 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, c'est-à-dire dans extrêmement peu de temps, qu'on projette à la fin du siècle 74% des humains se trouvant soumis à des sécheresses et à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours. Et enfin, vous savez qu'en France, durant les 5 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme, ce qui n'excuse pas ce dernier, bien évidemment, mais ce qui invite à réfléchir peut-être à nos priorités en termes de sécurité et de santé publique. Alors, c'est une crise majeure, ça nous le savions déjà, je ne fais que rappeler l'évidence. Ce qui est important, bien sûr, c'est de réfléchir sur les causes.
Et je crois que là, je vais peut-être infléchir un tout petit peu notre débat, parce qu'on a beaucoup parlé de réchauffement climatique, à juste titre, naturellement. On sait que la situation est grave et que les plus 1,5 degrés ne seront évidemment pas tenus. Mais je voudrais rappeler que quand bien même il n'y aurait absolument aucun réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive et que la grande majorité des faits que je viens d'énoncer n'est absolument pas due au réchauffement climatique. La première raison, c'est la pollution, c'est le déversement dans l'air, dans l'eau et dans les sols de substances nocives à des taux absolument extraordinaires. Vous savez que l'océan de plastique aujourd'hui fait 3 fois la taille de la France et que sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Et puis surtout, c'est la fonte, l'atrophie, l'étiolement des espaces sauvages, des espaces de vie. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique et c'est la première cause de disparition des espèces. Le colonialisme humain, si vous voulez, cette propension que nous avons à transformer la Terre en un parking de supermarché, suffit à faire péricliter le vivant, quand bien même nous n'émettrions pas 1 gramme de CO2. Donc c'est un problème qui est très multifactoriel. Et face à l'ampleur du problème, évidemment, la solution doit l'être aussi. Alors, je n'ai pas d'idée miraculeuse, sans quoi, bien sûr, ça serait déjà connu. Il y a des ressorts politiques, il y a des ressorts économiques. Vous êtes beaucoup plus savant que moi sur ces questions. Mais il y a aussi des ressorts philosophiques que je voudrais rappeler, parce que, finalement, l'enjeu, c'est de redéfinir la nature comme n'étant plus une simple ressource, mais comme étant quelque chose qui vaut en tant que tel. Et ça, c'est un problème qui est proprement ontologique, c'est-à-dire une redéfinition de l'être du réel. Il y a aussi un ressort symbolique, parce que beaucoup de nos actions sont faites pour le regard de l'autre, en réalité, et donc en réfléchissant à ce qui est positivement, disons, méliorativement ou péjorativement connoté, nous avons un gigantesque pouvoir d'action qui ne dépend pas nécessairement des lobbies, de l'économie, du politique ou du macrocosme de façon générale. Il y a un ressort poétique, dirais-je, parce que nous sommes en demeure aujourd'hui de réinventer la grammaire du réel, qui est associée aussi à une dimension sémantique. Vous savez, quand on parle, on n'en parlera pas beaucoup ici, évidemment, mais en d'autres lieux, on parle parfois de décroissance. Décroissance, ce n'est pas un joli mot, mais décroissance, on pourrait l'appeler augmentation. Augmentation de l'amour, du partage, des échanges, du respect de la vie, de la pérennité du système. Évidemment, ça change tout de suite la connotation et la manière dont on perçoit le mot. Donc moi, je voudrais vous féliciter, bien sûr, sans aucune légitimité pour ça, pour les efforts et les désirs qui sont manifestement faits ce soir. Non, mais je le dis sincèrement, hein, c'est pas ironique. Je pense que c'est facile de critiquer quand on est hors du système. Vous êtes dans le système financier pour la plupart, donc je crois que les gens ici présents font ce qu'ils peuvent pour infléchir l'avenir, et ça me semble important, souhaitable et louable. Mais en conclusion, je voudrais quand même apporter un petit bémol, parce que je suis là pour ça, c'est qu'il faut absolument qu'on garde à l'esprit que ça ne peut pas suffire. Voilà, ce n'est pas un problème là, éthique ou idéologique, c'est un problème mathématique. Tant qu'on reste dans la religion de la croissance, une croissance à temps constant, ça donne mathématiquement une instabilité exponentielle. Vous pouvez augmenter d'un facteur 2 l'efficacité énergétique, ça ne changera pas le problème. Vous le retardez de 10 ans, c'est déjà ça de gagner, mais c'est sûr que ça ne change pas le problème. Donc ça, il faut vraiment que ça nous amène à réfléchir. Une autre façon de le dire, si vous voulez, c'est que même si l'énergie est propre, ce qui compte, c'est aussi la manière de l'utiliser. Et vous pouvez très bien dévaster la forêt amazonienne sans émettre 1 gramme de CO2. Mais vous avez quand même détruit la forêt amazonienne. Donc ce n'est pas seulement une question d'énergie propre, c'est une question de finalité de l'utilisation de cette énergie. Et ça, c'est extrêmement dur pour nous tous. Hein. Là, je fais absolument partie des fautifs, je n'ai aucune leçon à donner, parce que ce que ça signifie, c'est que le défi pour nous, c'est d'entièrement quand même réinventer les objectifs et pas seulement d'infléchir les moyens en restant sur la même trajectoire. Ça, il faut vraiment être totalement certain scientifiquement qu'on gagne quelques années, mais qu'on ne sauve pas l'avenir. Ce n'est pas scientifiquement possible. Donc je crois qu'on a un choix qui est très excitant finalement. Soit nous sommes les derniers dinosaures d'un monde à l'agonie, et comme chacun sait, ça se finit mal pour les dinosaures. Soit voilà, nous sommes un peu les premiers héros qui essayent de penser un futur qui ne soit pas nécessairement dans la continuité du passé. Et comprenons-nous bien, hein, moi j'ai pas peur du mot révolution, mais on peut imaginer une révolution qui n'est associée ni à la terreur, ni à la dictature. C'est ça qui est difficile. C'est une révolution où je dirais la violence serait hautement civilisée, hautement bienveillante. Voilà. Donc je ne sais pas bien comment faire, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on garde en tête cette nécessité, parce que si on est dans l'infléchissement, je crois qu'on se leurre un peu, et c'est évidemment ce qu'on a tendance à faire collectivement. Merci.
Oui, moi d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité. Moi aussi je me sens un petit peu décalée par rapport à l'aéropage, mais en même temps, comme je l'ai dit, j'ai été députée dans la mandature précédente et vice-présidente de la Commission des finances et je travaillais beaucoup sur les questions de finances durables. Donc je suis contente aussi de venir apporter mon point de vue. Mon point de vue, alors vous disiez qu'on était les gagnants de cette élection. Je ne dirais pas du tout qu'on est les gagnants de cette élection. Sur le podium, au moins. Oui, on va dire ça, mais quand on fait 13,5%, déjà, on ne considère pas qu'on est les gagnants, mais surtout, ça dit quelque chose sur l'évolution de l'opinion publique. C'est ça qui est intéressant. Ça donne de l'espoir, et ça nous donne l'obligation aussi de peser dans les décisions publiques, notamment au Parlement européen, mais j'espère aussi dans le Parlement national à la prochaine mandature. Et donc de proposer des choses. Et évidemment, nous soutiendrons le développement de la finance durable comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on le sait, la transition écologique, elle a besoin d'investissements, et d'investissements extrêmement importants. Les chiffres peuvent varier, mais c'est de l'ordre de 620 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs, par exemple, de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La Fondation Nicolas Hulot parlait de 320 milliards d'euros par an, ça vous donne des ordres de grandeur. Et pour ça, on a besoin d'investissements publics, mais on a évidemment besoin aussi d'investissements privés, d'où l'importance de réorienter les flux d'investissement vers la transition écologique. Et vous disiez tout à l'heure que vous faites confiance aux entreprises et pas aux politiques pour apporter des solutions aux enjeux environnementaux. Moi, je fais confiance aux entreprises, mais je pense qu'on a quand même besoin des politiques pour mettre de la réglementation et pour changer d'échelle. Parce qu'il faut dire ça aussi, c'est que là, on a besoin de changer d'échelle en matière de finances durables et d'investissement dans la transition écologique, parce qu'on n'est pas du tout au niveau, à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux et sociaux. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, il y a aussi les enjeux sociaux au même niveau que les enjeux environnementaux. Donc nous, on soutient bien sûr le développement de la finance durable parce qu'on a besoin d'investissements dans la transition écologique, mais aussi parce que notre perception, c'est qu'aujourd'hui, le risque climatique et environnemental, il est extrêmement sous-estimé et que c'est un facteur d'instabilité potentielle pour les marchés et pour l'économie et qui a besoin de prendre en compte de meilleure manière ce risque climatique et que ce n'est pas aujourd'hui fait à sa juste mesure. Par exemple, nous proposons qu'il y ait des stress tests carbone pour les banques. Enfin, je dis nous proposons, mais c'est d'ailleurs pas nous qui le proposons. C'est une recommandation du Comité européen du risque systémique. Et je pense qu'il faut prendre en compte ce risque carbone aujourd'hui à la hauteur où il doit l'être. Et ce que nous souhaitons, en fait, c'est d'une part, effectivement, qu'il y ait plus de normes. Alors, on a évoqué effectivement le plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne, qui effectivement apporte une partie des solutions, je vais dire, une partie. Il y a d'abord les éléments pour normer effectivement les produits verts, avoir une taxinomie, une classification des produits verts et éviter, il faut le dire aussi, le greenwashing, et en tout cas une distorsion, on va dire, de perception sur ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas. Donc on a besoin de normes en la matière et de méthodologie. Mais à mon avis, au-delà des normes, parce que pour l'instant, la Commission insiste beaucoup sur cet aspect-là, sur les labels européens, sur la classification, sur le reporting extra-financier, on est bien d'accord. Tout ça est souhaitable et c'est même nécessaire, mais ça ne peut être qu'un socle. Ce qu'il nous faut pour aller plus loin et changer d'échelle, c'est une incitation financière réelle à investir dans des produits durables par rapport à l'économie traditionnelle, on va dire. Et pour ça, il faut aller plus loin et à mon avis, il faut mettre en place ce qu'on appelle le facteur de soutien vert, c'est-à-dire avoir des normes prudentielles différentes pour les actifs durables. Là, peut-être on aura un effet de levier et une incitation forte à aller vers cet investissement durable en différenciation par rapport aux actifs classiques. Et moi, je pense qu'il faut même aller plus loin et réfléchir aussi à la valeur réelle des actifs carbonés aujourd'hui
et avoir une dépréciation des actifs carbonés de façon à prendre en compte le long terme et le fait qu'à terme, dans une économie soutenable, ces actifs n'auront plus finalement leur place et en tout cas doivent subir une dépréciation importante. Tous ces éléments-là, je pense que c'est des incitations fortes à développer l'investissement dans les produits durables et dans les produits financiers durables, et ça permettra de changer d'échelle parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Et pour faire la transition avec le dernier intervenant, c'est également pour mieux comprendre des notions telles que Tech for Good ou finance positive et voir le lien avec ce qu'on appelle la finance verte. Et avec Thomas, justement, qui gère tout ce qui est Liberty Living Lab, de mieux comprendre un peu ces aspects et le lien entre les différentes notions. Merci Bruno. Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc je suis Thomas Cotinet, dirigeant de l'entreprise Liberty Living Lab. Alors 2 mots pour répondre à ta question sur qui nous sommes. Nous sommes à la fois un écosystème, donc un écosystème de la Tech for Good que je vais décrire, et puis une équipe qui accompagne des acteurs corporate, des acteurs publics dans leur transformation. Alors cet écosystème, donc 250 personnes, des startups en très grande partie, mais également des acteurs publics, des chercheurs, des designers et des corporates. Et le point commun entre tout ce petit monde, c'est de porter des projets entrepreneuriaux d'innovation technologique qui sont tous orientés sur des défis de société, des défis de politique publique, et notamment ceux de la finance positive. Donc notre vision, en fait, c'est de contribuer à la résolution de problèmes de société à grande échelle grâce à la technologie, grâce à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un écosystème. Nous avons quelques acteurs de la finance, le fonds Futur Positive Capital, l'entreprise Coalescent qui a créé un système de microfinancement d'accession à la propriété. Donc ce sont des acteurs qui sont sur différents domaines, la santé, la démocratie, l'énergie, l'éducation, la mobilité. Et à côté, donc ça représente 10% de notre activité. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que ces projets prospèrent, rencontrent des clients, s'accélèrent, et des interactions fécondes entre eux, alors entre toutes ces startups, mais également avec des acteurs publics. L'équipe du gouvernement qui porte la politique French Impact, par exemple, est chez nous, et également des chercheurs. Et à côté, 90% de notre temps, et c'est là qu'on arrive sur le sujet de la finance, on conçoit des programmes d'innovation ouverte qu'on va proposer à des acteurs corporate, et au gouvernement, à d'autres acteurs publics, nationaux ou internationaux. Et le plus gros secteur sur lequel on intervient, sur lequel on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est celui de la finance positive. Alors, les méthodologies qui sont derrière, vous les connaissez, c'est de l'intrapreneuriat, des ateliers de transformation, des programmes où on crée des rencontres entre des acteurs divers et variés, mais la finalité essentielle, en fait, elle a été rappelée par le président Barroso quand il a utilisé l'expression « élargir le problème ». Donc nous, la vision qu'on a sur le sujet de la finance positive, alors on utilise le terme finance positive parce qu'on n'est pas uniquement sur la finance verte, même si bien évidemment c'est la partie la plus importante. On va également sur tout l'enjeu d'orienter le financement dans toutes ses facettes vers l'impact social, en fait vers l'impact positif de façon très très générale. Et on met dedans aussi l'accompagnement de la transformation des acteurs de l'asset management, de la finance, de la banque, de l'assurance, les aider à se transformer dans leur organisation, dans leurs services, pour tendre vers cette finance plus positive. Un exemple concret, créer de toute pièce une business unit qui, au sein d'une banque, sera adaptée à des handicapés. Mais quand même, l'essentiel est sur l'épargne, la finance durable. Nous, la conviction qu'on a, c'est... alors certes, c'est vrai, c'est un marché qui est amené à se développer. Il y a beaucoup de buzz. Des labels ont été mis en place au niveau international et au niveau national, l'ISR, l'ESG. Des sondages montrent que tous les épargnants, les citoyens en ont envie, veulent y aller. On a des grandes déclarations d'intention des institutionnels, BlackRock, etc. Mais en réalité, tout ça progresse très très vite. On est très très loin de l'enjeu d'urgence évoqué par Aurélien. Donc nous, on trouve ça nous interpelle. Donc, sur ce constat-là, on conçoit des programmes qui durent environ 1 an. On va immerger des acteurs de la finance, peut-être certains qui sont là ici, il y en a certains qui ont été impliqués dans ces projets-là, au sein de collectifs multi-acteurs, où on va trouver du corporate, de la start-up, alors 2 types de start-up, des start-up qui vont apporter des compétences technologiques transverses de type intelligence artificielle, blockchain, data, et des start-up qui seront déjà experts du domaine, des chercheurs, donc on travaille beaucoup avec la sphère académique, et puis des acteurs publics.
Donc sur les programmes qu'on a en matière de finances positives, la Direction générale du Trésor, l'AMF, la CPR ou d'autres acteurs plutôt dans le parapublic comme le Fonds d'investissement responsable ou l'Association française de gestion qui ont un rôle dans le retail, sont impliqués dans ces programmes-là. Et là, alors que va-t-on faire ? On organise cette rencontre entre tous ces acteurs. On va jouer sur l'hybridation entre la sphère publique et la sphère privée d'un côté, mais on va également utiliser la fertilisation croisée entre d'un côté des compétences plutôt technologiques, économiques, et de l'autre des compétences plutôt en sciences humaines et sociales, pour avoir des idées et puis surtout prototyper, mettre en œuvre tout ça. Alors, par exemple, sur votre sujet, donc, il y a quelques mois, donc, il y avait des journées où on avait réuni plusieurs dizaines de conseillers en gestion du patrimoine, des épargnants, des acteurs de l'asset management, les acteurs que je viens de citer, donc des chercheurs, des designers, des acteurs de la banque, de la finance, et pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui explique en fait cette lenteur dans le développement du marché, avec derrière peut-être cette conviction que l'industrie de la finance est une industrie qui a peut-être sous-investi dans la connaissance de ses clients, de son marché. Alors je vous le dévoile, moi je dirige cette entreprise depuis 1 an et demi, mais avant je travaillais pour la Direction générale du Trésor, donc j'étais un peu du côté du régulateur, et j'ai pu comparer les pratiques de différents secteurs d'activité. Et par exemple, la sociologie de l'épargnant, peut-être qu'on pourrait faire un petit peu plus. Il y a une expression qui est dans l'air du temps, qui est celle des millennials, qui est très prometteuse. Si on veut réussir la conversion, il va falloir que cette population-là, très rapidement, adhère à l'offre qu'on va lui faire de produits financiers. Est-ce que l'ensemble du secteur a réellement investi suffisamment dans la connaissance de ces millennials pour proposer une offre adaptée et surtout pour modifier les méthodes, la façon dont on fait la distribution de cette offre financière. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire. Donc on organise, nous, la rencontre entre tous ces acteurs pour accélérer cette réflexion-là, en sortir des idées qui après sont mises en œuvre concrètement, c'est-à-dire que le modèle économique de tout ce qu'on fait, alors on n'a aucune subvention, on est dédié à des défis de politique publique, mais à des défis de société, mais on fait tout ça sans argent public, hein, c'est acheté, y compris quand le gouvernement vient. Et après, donc, le modèle économique de tout ce qu'on fait prévoit la mise en œuvre concrète. Donc, s'il faut recruter des gens, créer une business unit, créer une start-up, on le fait. Avec comme particularité un très gros travail sur la data. Donc on a au sein de l'entreprise et au sein de l'écosystème beaucoup de talents tech, donc des data scientists notamment. On a pas mal de compétences sur l'intelligence artificielle. Donc on mobilise cette compétence-là. On la croise par exemple avec un effort accentué sur la sociologie, mais également sur les sciences comportementales. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits en matière de neurosciences et sciences comportementales qui sont déjà intégrés par pas mal d'industries de services et peut-être pas encore assez par la finance. Et donc, et en travaillant sur la data, sur le prétexte d'avoir à partager toutes les données manipulées par l'ensemble de ces acteurs, on s'en sert comme point d'appui pour faire de l'idéation, pour trouver des nouveaux projets, des nouvelles façons d'améliorer la performance de ce secteur-là. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques semaines, pendant 2 jours, étaient constituées des équipes qui mêlaient des experts comme vous, de la gestion d'actifs, asset management, de la banque, avec des data scientists, des économistes, des chercheurs, et qui pendant 2 jours avaient pour objectif, en étant accélérés, accompagnés par des mentors, des experts, de proposer des solutions qui permettent de mieux lier la compréhension de la performance de l'ESG avec ses sous-jacents que sont ces fameux projets à l'impact social et environnemental que cette finance positive, notamment cette finance verte, est censée financer. Donc là, nous, on investit énormément sur la data pour essayer de trouver, de faire émerger ces solutions-là. Et vous l'avez compris, donc en croisant avec des logiques plutôt de l'univers des sciences humaines et sociales, notamment de la sociologie et de la science comportementale. Et tout ça par rapport au tableau dramatique, mais à juste titre, que tu as adressé, parce que je pense qu'il le faut. C'est assez enthousiasmant parce qu'on voit des solutions émerger. Là, donc dans notre nom, il y a Living Lab. Donc on crée des terrains d'expérimentation temporaires. Le constat est que quand on croise tout ce petit monde, à la fois l'hybridation entre des autorités, des pouvoirs publics et puis des acteurs du marché, mais également en mobilisant directement les protagonistes que peuvent être des épargnants ou des conseillers de gestion du patrimoine, en fait, on arrive assez rapidement à imaginer des nouvelles pistes. Voilà. Donc nous, c'est ce qui nous motive et on le fait essentiellement pour le secteur pour votre secteur, on appelle ça le Corporate for Good.
On estime que le contexte est très positif. L'ensemble des acteurs du secteur vivent une triple pression. Il y a une attente des clients, qui a été évoquée tout à l'heure aussi, qui attendent de voir émerger cette offre, qu'elle soit plus lisible. Il y a également une attente des collaborateurs donc de votre secteur, avec des enjeux de fidélisation, de recrutement qui incitent aussi à accélérer là-dessus. Puis enfin, il y a une attente de la société avec des lois qui sortent. Certaines ont été évoquées. Encore récemment, il y a la loi Pacte avec le concept d'entreprise à mission qui est très intéressant. Donc voilà, on s'inscrit dans cette mouvance et on fait en sorte que la technologie à assez haut niveau. Alors quand je dis technologie, je devrais être plus précis parce qu'il y a beaucoup de mots à la mode. On est essentiellement sur la blockchain, l'intelligence artificielle, la data. Et bien que cette technologie puisse servir l'accélération de l'émergence de ces nouveaux produits financiers au service de la finance verte et puis un petit peu plus largement également la finance durable qu'on appelle la finance positive. Donc voilà un petit peu, donc c'est vrai que on a une nouvelle typologie d'acteurs dans ce paysage-là, on n'est pas encore très connu. Tout ça est très concret, on est un petit peu des artisans de l'élaboration de nouvelles solutions innovantes, avec donc cette conviction que le croisement entre les compétences des experts académiques, des experts industriels, mais également de la sphère politique et puis des citoyens ou des clients, permet, si on a les bonnes méthodes, de faire émerger des pistes intéressantes. Merci beaucoup. Merci à tous.